Bonjour, je suis Kess. Mon propre frère m'a projeté si violemment contre le réfrigérateur que j'ai vu des étoiles, puis il m'a cassé le nez avec son genou. Je saignais, j'étais étourdi, j'essayais d'attraper le téléphone jusqu'à ce que ma mère me l'arrache de la main. Ce n'est qu'une égratignure, a-t-elle lâché, arrête de faire ton drame. Et mon père n'a même pas levé les yeux, il a juste marmonné, voilà la reine du drame qui recommence. Il pensait que je me tairais. Il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-moi, avez-vous déjà été ignoré ou réduit au silence par votre propre famille? Laissez un commentaire. À quelle heure écoutez-vous et où êtes-vous? Commençons. La soirée de Thanksgiving avait toujours un poids dans notre famille, dense de souvenirs, de ressentiments et du cliquetis poli des fourchettes essayant de tout cacher. Cette année-là, la dinde était sèche, le vin trop sucré et le silence insupportable. J'étais dans la cuisine, raclant les restes de farce dans la poubelle tandis que le lave-vaisselle bourdonnait derrière moi. La lumière fluorescente clignotait au-dessus, projetant des ombres sur les assiettes empilées comme des problèmes non résolus que nous n'osions jamais nommer. Je n'essayais même pas de commencer quoi que ce soit. Je le jure. J'ai juste dit, Reed, j'ai entendu dire que maman et papa te laissaient la maison. C'est vrai? Je n'ai pas demandé ça avec amertume. Peut-être un peu de curiosité. Peut-être que je voulais comprendre pourquoi ils ne m'avaient jamais dit un mot. À leur fille aînée, celle qui avait été là quand papa avait eu son premier accident vasculaire cérébral, celle qui avait conduit maman à chaque rendez-vous de chimio le printemps dernier. Je voulais juste savoir pourquoi personne ne m'avait rien dit. Reed s'est retourné du réfrigérateur, une canette de bière encore froide à la main, ses lèvres retroussées en ce petit sourire suffisant que je connaissais depuis notre enfance, celui qui apparaissait juste avant qu'il ne dise quelque chose pour me piquer. Pourquoi ça t'intéresse? Tu n'as jamais vraiment vécu ici après le lycée. Tu te croyais trop bien pour cet endroit. J'ai gardé ma voix calme. Ce n'est pas vrai. Je travaillais, c'est tout. Tu sais, j'ai toujours été là quand ça comptait. Ses yeux ont brillé. Ouais, bien sûr. Prendre l'avion d'Asheville de temps en temps, ça ne compte pas comme être là, Kess. J'ai fermé le robinet, je me suis séché les mains et je l'ai regardé. Je pense juste que si nous parlons de propriété familiale, nous aurions peut-être tous dû faire partie de la conversation. C'est tout. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une seconde, j'étais près du comptoir. La suivante, mon dos a heurté la porte du réfrigérateur avec un bruit sourd et nauséeux. J'ai eu le souffle coupé, avant que je puisse bouger, le genou de Reed s'est écrasé sur mon visage. La douleur était aveuglante, chaude, blanche, puis plus rien qu'un bourdonnement étouffé dans mes oreilles. Je me suis effondré sur le carrelage, ma vision nageant. Quelque part au loin, j'entendais le match de football qui se jouait encore dans le salon. Personne n'avait baissé le volume. J'ai goûté le sang. Ma bouche était ouverte, haletante, mais aucun son n'en est sorti au début. J'ai cherché à l'aveuglette, trouvant finalement le bord du comptoir. Je me suis relevée lentement, chancelante, un œil à peine ouvert. J'ai titubé vers le téléphone près du mur du fond. Je ne me souviens pas avoir décidé d'appeler la police. Mon corps a bougé par instinct, comme s'il essayait de se sauver. Mes doigts ont effleuré le téléphone. Je l'ai attrapé, essayant de composer les numéros, mais ma main tremblait tellement que les boutons étaient flous. J'ai composé le 9, puis le 1. C'est alors que j'ai senti l'attraction. Le téléphone m'a été arraché de la main si violemment qu'il s'est écrasé au sol. Arrête ça tout de suite. A sifflé ma mère. Ce n'est qu'une égratignure. Je l'ai regardé avec un œil, l'autre se fermant sous l'enflure. Son visage était calme, comme si elle me grondait pour avoir renversé quelque chose sur le tapis. Pas d'horreur, pas d'inquiétude, juste de l'irritation. Ce n'est pas une égratignure, ai-je murmuré. Elle s'est penchée et a ramassé le téléphone. Tu fais toujours ça. Tu transformes toujours les choses en scène. Derrière elle, mon père était assis dans son fauteuil, la télécommande toujours à la main. Il ne m'a même pas regardé, il a juste marmonné, voilà la reine du drame qui recommence. Je suis restée là, chancelante. Le sang coulait de mon nez sur ma chemise.
Personne n'a bougé. Pas ma mère, pas mon père, pas Reed. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le commentateur de la télévision dire « Deuxième ébut ». Et c'est alors que je l'ai vu par terre, près de la plainte. Mon bracelet en cuir, celui que je portais à chaque garde à l'hôpital. Une patiente me l'avait donné après que je sois restée avec elle toute la nuit, lui chuchotant des histoires pendant qu'elle mourait. Il s'était cassé pendant la bagarre, était tombé, et maintenant il gisait dans une flaque de sang. Personne n'a remarqué. Personne ne s'en souciait. Ce bracelet avait signifié quelque chose pour moi. Comme si je signifiais quelque chose pour les gens, mais pas ici. Je me suis penchée et je l'ai ramassé avec des doigts tremblants. Il était cassé. Inutile maintenant. Comme moi, peut-être. J'ai relevé les yeux. Personne n'avait bougé. J'ai dégluti. Puis j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sortie. L'air froid m'a giflé le visage, et pendant une seconde, j'ai failli rentrer, pensant que peut-être quelqu'un me suivrait, me demanderait si j'allais bien, m'offrirait des excuses, un trajet jusqu'aux urgences, mais rien, juste la porte qui grinçait en se refermant derrière moi. J'ai essuyé le sang de mon visage avec la manche de ma veste et je suis restée là, sous la lumière du porche, à écouter le vent. Il ne me voit vraiment pas du tout, ai-je murmuré, puis, plus bas, mais avec une fermeté que je n'avais pas entendue dans ma propre voix depuis des années, ils ne me voient pas, mais ils m'entendront bientôt. 2 matins plus tard, quand je suis arrivée sur le parking de l'hôpital, le bleu était devenu d'une couleur prune foncée, s'étalant comme de l'encre renversée sous mon œil. J'avais fait de mon mieux avec du correcteur dans la salle de bain sombre de mon appartement, mais le maquillage ne pouvait pas faire grand-chose quand votre visage disait la vérité plus fort que votre voix ne le pourrait jamais. J'ai gardé la tête basse, traversant l'entrée arrière des urgences, mon badge accroché à mon manteau, évitant le contact visuel avec quiconque se trouvait déjà dans la salle de repos. J'ai pointé, suis passé devant les distributeurs automatiques bourdonnants et me suis enfermé dans la petite salle de bain du personnel. Le miroir au-dessus du lavabo ne mentait pas. L'enflure avait d'un peu diminué, mais la peau décolorée autour de mon œil et de ma pommette criait encore plus fort que n'importe quel mot. Ma lèvre avait légèrement guéri, mais il y avait encore une légère fissure qui essayait de se refermer. J'ai pressé une serviette en papier froide sur ma joue, non pas parce que ça aidait, mais parce que ça me donnait quelque chose à faire avec mes mains. Un léger coup à la porte m'a fait sursauter. Qu'est-ce ? La voix de Zoé était hésitante. C'était l'une des nouvelles infirmières, à peine sortie de l'école, tout en yeux brillants et en énergie. J'ai ouvert la porte lentement. Elle a cligné des yeux en voyant mon visage, puis a rapidement baissé les yeux sur le café qu'elle tenait. « Désolée, je ne voulais pas m'immiscer », a-t-elle dit, puis a ajouté doucement, « Tu es en sécurité ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle n'a pas dit, « Que s'est-il passé ?» Et j'en étais reconnaissante. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de l'inquiétude. Oui, ai-je menti, en croisant les bras. J'ai juste glissé sur les marches arrière. Du verglas. Zoé m'a tendu le café. Tiens. Je me suis dit que tu serais fatiguée. Tu prends toujours les premières gardes, même les jours fériés. J'ai forcé un sourire. Merci. C'est très gentil. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de repos, où quelques autres se reposaient avant leur service. Roré, l'un des infirmiers de traumatologie, a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Il m'a fait un signe de tête, cette vérification silencieuse que les hommes offrent parfois quand ils ne savent pas comment poser les vraies questions. La chaleur de ces gens, des personnes avec qui je n'avais aucun lien de parenté, m'a prise par surprise, ceux qui m'avaient apporté des burritos pendant les longues gardes, ceux qui se souvenaient de mon anniversaire, ceux qui savaient comment je prenais mon café. Ils ne posaient pas trop de questions, mais ils me voyaient, au moins plus que ma propre famille. Lors de ma première pause de 10 minutes, je me suis assise sur le banc près des casiers et j'ai enfin regardé mon téléphone. 2 jours depuis Thanksgiving. Pas un seul appel manqué. Aucun message vocal. Aucun SMS, comment vas-tu ? Je n'étais pas surprise. J'ai fait défiler. Il y avait un message. Liana, ne fais pas de drame. Tu sais comment est Reed. Laisse tomber. J'ai fixé l'écran. Laisse tomber.
Ces 3 mots ont appuyé plus fort sur ma poitrine que le genou de mon frère n'aurait jamais pu le faire. Je ne savais pas ce que j'attendais d'elle. Peut-être rien. Peut-être juste pas ça. Pas un rappel que même ma propre sœur me voyait comme le problème, pas les bleus. Je me suis penchée en arrière et j'ai regardé les carreaux tachetés du plafond. Et puis, comme un réflexe, une vieille scène a refait surface des profondeurs. J'avais 9 ans. Reed en avait 13. Nous étions dehors, chez nos grands-parents. J'avais pris la dernière part de gâteau. Il m'a enfermée dans la remise, riant pendant que je frappais à la porte. Il faisait une chaleur étouffante. J'ai crié. J'ai pleuré. Personne n'est venu. Quand ils m'ont finalement trouvée des heures plus tard, couverte de terre et de piqûres de moustiques, nos parents m'ont grondé pour avoir joué brutalement. Ma mère avait ri. Mon père a dit que j'étais trop sensible. Je n'ai rien dit ce soir-là, tout comme je ne le ferai pas maintenant. De retour aux urgences, je me suis glissée dans le placard à fournitures. Non pas que j'ai besoin de quelque chose, mais j'avais besoin d'air. Je me suis assise sur une boîte retournée, j'ai sorti mon petit carnet de mon sac et je l'ai ouvert à une page blanche. J'ai commencé à écrire. 28 novembre 2024. Échymose orbitaire droite de 6,5 cm. Lacération mineure de la lèvre inférieure. Douleur dans le haut du dos. Probable contusion par impact. Incident, agression par un frère masculin lors d'une réunion de famille. J'ai fait une pause. Ma main tremblait à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la douleur, mais de quelque chose d'autre, de plus froid. Puis j'ai continué à écrire. Historique. À 7 ans, poussé de la balançoire. À 9 ans, enfermé dans une remise. À 13 ans, trébuché dans les escaliers, pas d'excuses. À 17 ans, traité d'émotionnel et d'hystérique lors d'une dispute sur les candidatures à l'université. À 25 ans, ma mère m'a dit de me taire, que Reed était stressé après une attaque verbale. Actuellement, visage meurtri, gaslighté à nouveau. J'ai tourné la page et j'ai continué à écrire. La liste s'allongeait. Pour la première fois, je voyais tout au même endroit. Non pas comme des événements isolés, mais comme un schéma. Si j'avais enregistré cela comme un cas à l'hôpital, quelqu'un l'aurait signalé, serait intervenu, aurait fait remonter l'information. Mais comme c'était juste la famille, ça n'avait jamais compté. La lumière fluorescente au-dessus de moi bourdonnait. Quelque part, de l'autre côté de la porte, quelqu'un a crié un code bleu. Je me suis levée, j'ai glissé le carnet dans mon sac et je suis retournée dans le monde qui avait besoin de moi. Après mon service, je suis restée assise dans ma voiture quelques minutes avant de rentrer. Le ciel était de la couleur de la laine d'acier, menaçant de neiger. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le bracelet, toujours incrusté de sang séché. Je l'ai délicatement enveloppé dans une gaze de ma trousse de soins. Mes mains étaient stables maintenant. Je l'ai regardé, petit dans ma paume, et j'ai chuchoté, à personne d'autre qu'à moi-même, ça s'arrête avec moi. Je ne laisserai pas ça passer à la génération suivante. Je n'ai rien dit en me garant devant la maison de mes parents. Le gravier a crissé sous les pneus comme un avertissement, mais je me suis dit que j'étais juste là pour déposer les courses. C'est ce que maman avait demandé, des œufs, du lait, cette crème d'avoine spécifique qu'elle aime pour son thé. Ni plus, ni moins. J'ai sonné par habitude, même si j'avais encore une clé. Personne n'a répondu. Je suis entrée. La maison sentait la même chose du nettoyant au citron et une sorte de pot pourri qui essayait trop fort de sentir la rose mais l'air semblait plus froid, plus lourd. J'ai enlevé mes chaussures à la porte, comme toujours, et je suis entrée dans la cuisine, où la lumière filtrait à travers des rideaux en dentelle. Mon père était assis à la table, lisant le journal, comme si je n'existais pas. « Salut, papa », ai-je dit doucement. Il n'a pas levé les yeux. Du couloir, des pas, Reed. Il est passé à côté de moi, frôlant mon épaule, et n'a pas dit un mot. Juste cette même eau de Cologne envahissante et le bruit de ses bottes sur le carrelage. Ses yeux ont balayé mon visage. Les bleus étaient faibles maintenant, jaunâtres, mais pas un clignement, pas une pause. Ma mère est finalement apparue, s'essuyant les mains sur un torchon. La voilà, a-t-elle roucoulé, comme si je venais de rentrer du jardin.
Mets le lait dans le frigo, tu veux? J'ai hoché la tête, ouvrant le sac de course. Elle s'est approchée, a jeté un bref coup d'œil à mon visage. Tu as de la chance que Reed te supporte encore, a-t-elle dit avec un sourire si désinvolte que je n'étais même pas sûre qu'elle ait remarqué les dégâts. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé le lait un peu plus fort que nécessaire. Je lui ai dit que je devais chercher quelque chose dans le grenier. Une vieille couverture de bébé dont je me souvenais vaguement d'une fois où j'étais malade. Elle m'a fait signe d'y aller, déjà plus intéressée à couper des carottes qu'à demander pourquoi j'avais besoin du réconfort de quelque chose d'il y a 20 ans. Le grenier était plus chaud que dans mes souvenirs. L'échelle pliante a grincé, et je suis montée lentement, en faisant attention à ne pas me cogner l'épaule. Elle était encore sensible. La poussière flottait dans l'air comme de vieux souvenirs qu'on préférerait oublier. Il y avait des boîtes partout, décorations de Noël, vieux annuaires, sacs de vêtements qui n'ont jamais atteint les bonnes œuvres. J'ai vu une malle délavée dans le coin, coincée entre un sapin de Noël artificiel et une boîte étiquetée « Vaisselle de Thanksgiving ». Sur son couvercle, dans une écriture d'enfant, probablement la mienne, étaient écrits les mots « Famille 1989 à 2001 ». Je l'ai sorti. La serrure était déjà cassée. À l'intérieur se trouvaient des albums, épais, recouverts de plastique, certains collants à cause de la chaleur. J'ai ouvert celui du dessus. Première page, maman enceinte de Reed, puis les premiers pas de Reed, ses costumes d'Halloween, sa remise de diplôme, ses trophées de football du lycée page après page, sa vie exposée comme une exposition de musée. Où étais-je? J'ai cherché mon visage, mon sourire, tout signe que j'avais un jour vécu entre ces murs. Quelques photos de groupe, Thanksgiving, Noël, mais je n'y figurais pas. Mon estomac s'est noué. Puis je l'ai trouvé. Un album qui avait été à moitié brûlé sur les bords. La couverture déformée par la chaleur ou peut-être l'humidité. Je l'ai ouvert avec précaution. Des photos avaient été arrachées sans soin. On pouvait encore voir des morceaux déchiquetés collés au coin, mais une page était restée. Une demi-photo juste le bord d'un gâteau d'anniversaire, glaçage rose, et dans le coin, une écriture d'enfant au marqueur violet, le jour de caisse, avec un petit cœur. J'ai regardé, le souffle coupé. Je me souvenais de ce gâteau. Fraise avec glaçage au fromage à la crème. Je l'avais supplié, et puis je me suis souvenu de ce qui s'était passé ce jour-là. Reed avait voulu le ruban rose de ma robe. J'ai refusé. Je l'ai caché dans le panier à linge du couloir. Il l'a trouvé, l'a arraché du tissu et m'a poussé violemment dans le placard à linge, claquant la porte. Elle se verrouillait de l'extérieur. J'avais 8 ans. J'ai d'abord crié, donné des coups de pied, puis pleuré, puis chuchoté, puis gémi. À un moment donné, la chaleur m'a donné le vertige. Je me souviens de m'être blotti sur une pile de serviettes, la joue contre le sol. Je ne me souviens pas de m'être endormi, mais je me souviens du bruit de talons. Ma mère. J'ai vu son ombre à travers la fente sous la porte. Elle s'est arrêtée, puis s'est éloignée. Personne n'est venu avant le lendemain matin. Je ne me souviens pas qui a ouvert la porte, seulement la lumière frappant mes yeux et l'odeur collante et aigre de sueur et de peur sur ma robe. De retour dans le grenier, j'ai senti cette même oppression dans ma gorge. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai fermé lentement l'album cassé, je l'ai emporté sous mon bras. Je ne leur ai pas dit au revoir. Quand je suis rentrée dans mon appartement, la nuit était déjà tombée. Le ciel à l'extérieur de ma fenêtre brillait du rose doux du crépuscule, mais à l'intérieur, tout semblait vide. J'ai posé l'album sur la table basse, puis je suis allée à mon placard. Sur l'étagère du haut, j'ai sorti la boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait des coupures, des photos, des résumés de visites médicales, un bracelet taché de sang séché, une note que Reed m'avait un jour écrite et glissée sous la porte de ma chambre, « Tu ne vaux pas l'air que tu respires ». Je n'avais rien jeté de tout ça. Ce soir, j'ai commencé à les coller au mur. Pièce par pièce, un bleu ici, une photo là, un souvenir griffonné. J'ai reculé, les bras croisés. La demi-photo de mon 8e anniversaire était maintenant au centre, maintenue par un morceau de ruban adhésif. Le marqueur a crissé doucement alors que je finissais d'écrire le titre, Le cas contre le silence. J'ai reculé,
j'ai étudié le mur un moment des souvenirs, des photos, des cicatrices maintenant disposées comme les pièces d'un puzzle. Ma main a plané au-dessus d'une des plus anciennes photos, puis est retombée à mon côté. Je n'étais pas prête à la regarder plus longtemps. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était elle. Chérie, a dit la voix de ma mère, presque répétée. Et si on dînait demain soir? Reed et Camille seront là. J'ai pensé qu'on pourrait passer à autre chose. Passer à autre chose? Mes doigts se sont crispés autour du téléphone. Mon visage portait encore la douleur sourde d'un bleu qui s'estompait. Mes cuisses encore endolories d'être accroupies dans le grenier. Mon cœur à vif. Pourtant, quelque chose en moi, peut-être quelque chose de naïf, voulait y croire. Je viendrai, ai-je dit. L'après-midi suivant, je suis passée chez un fleuriste et j'ai acheté un bouquet de tulipes jaune pâle. Je ne sais pas pourquoi. L'habitude, peut-être, ou l'espoir déguisé. Quand je suis arrivée chez eux, la lumière du porche était déjà allumée, bien que le soleil ne soit pas encore couché. À l'intérieur, l'odeur de rôti emplissait l'air, mélangée à quelque chose de piquant. Du citron, encore. Ma mère était dans la cuisine, lissant son chemisier et ajoutant des garnitures de dernière minute. Son rouge à lèvres était d'un ton trop foncé, comme si elle était l'hôtesse d'un événement au club de golf. Elle s'est retournée quand elle m'a vue. « Tu as meilleure mine », a-t-elle dit. Je suis contente que l'enflure ait diminué. Avant que je puisse répondre, elle s'est retournée vers le four. Je l'ai suivie dans le couloir, où la lumière était plus faible. J'ai tendu les fleurs devant moi comme une offrande de paix. Maman, ma voix était ferme. J'étais dans le grenier l'autre jour. Elle s'est arrêtée, cuillère à la main. Il y avait un vieil album, celui étiqueté 1989 à 2001. Mes photos n'y étaient pas. Ses épaules se sont tendues. Elle ne m'a pas regardé. C'est Reed qui l'a fait ou? Elle a posé la cuillère. Tu rendais toujours tout si lourd, a-t-elle finalement dit, se tournant vers moi. Tu pleurais aux anniversaires, tu boudais à Noël. J'ai dit à ton père, celle-là, elle a un don pour le théâtre. Je l'ai regardée fixement. C'est toi qui les as arrachés? Elle n'a pas répondu, elle a juste retouché son rouge à lèvres dans le miroir près du garde-manger. Tu as toujours été trop dramatique, qu'est-ce? Tout n'est pas une attaque. Tu as gâché plus de vacances avec tes pleurs que je ne veux en compter. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je dois finir les petits pains, a-t-elle dit, en passant à côté de moi. Pas d'excuses, pas une once de culpabilité, juste des années de silence emballées dans un sourire aux lèvres pincées. Au moment où le dîner a commencé, la table était dressée comme dans un magazine couvert parfaitement aligné, verre en cristal. La fiancée de Reed, Camille, était déjà assise avec ses parents, chuchotant quelque chose sur des visites de vignoble à Sonoma. Reed m'a fait un signe de tête sec quand je suis entrée. Mon carton était à l'extrémité, près de la porte battante de la cuisine, le plus loin des bougies, de la lumière, de la conversation. Je me suis assise. Le père de Camille a ri bruyamment à quelque chose que je n'avais pas entendu. Camille s'est penchée. Reed nous a raconté comment tu t'es une fois enfermé dans un placard pour un ruban. Tellement dramatique. Rire. Ma mère a gloussé. Elle faisait ce genre de choses tout le temps. Si sensible. Une fois, a ajouté Reed, elle s'est fait un bleu en se cognant à une poignée de porte et a fait annuler la soirée de poker de papa comme si c'était une question de vie ou de mort. Les mots ont glissé dans la pièce comme des poignards trempés dans du sucre. J'ai gardé mes mains sous la table, les doigts si serrés dans mes paumes que mes ongles ont creusé la peau. C'est la dernière fois, ai-je pensé. C'est la dernière fois que je reste assise ici à faire semblant que c'est normal. Puis c'est arrivé. Reed s'est penché sur la table, bruyant et riant, pour attraper le bol de purée de pommes de terre. Son coude a heurté le bord de la théière pleine d'eau fraîchement bouillie. Je l'ai vu se produire au ralenti. Elle a basculé. L'eau bouillante s'est déversée directement sur mes genoux. Le cri est sorti de moi avant que je puisse l'arrêter. La douleur était brûlante. Instantanée. Je me suis éloignée de la table, les pieds de la chaise grinçant contre le sol. Tout le monde s'est figé.
Puis ma mère a soupiré. C'est de ta faute, tu étais assise trop près. Personne n'a bougé. Reed m'a fait un demi-sourire. Je suppose que tu aurais dû choisir l'autre siège, hein? J'ai titubé jusqu'à l'évier, les mains tremblantes. J'ai ouvert le congélateur, rien qu'un vieux sac de petits pois et des bacs à glaçons à peine gelés. J'ai attrapé un torchon, les mouillé et les pressé sur mes cuisses. Le coton a grésillé contre ma peau. Personne ne m'a suivi. Je suis resté là quelques minutes, respirant, me mordant l'intérieur de la joue, laissant la douleur se transformer en quelque chose de plus froid, d'engourdi. Quand je suis revenu, la conversation à table avait repris. Comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas crié, comme si je ne m'étais pas brûlé. Je suis resté derrière ma chaise un moment, puis je suis parti. De retour dans mon appartement, j'ai enfilé un pantalon en coton doux et je me suis assise sur le bord du lit. La douleur pulsait, mais ce n'était pas seulement physique. C'était la certitude, la confirmation. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 2 listes, personnes qui sont restées silencieuses, personnes qui ont aidé à blesser. J'ai parcouru les noms. Puis je me suis arrêtée. Il y en avait un auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Pas depuis l'été de mes 15 ans. Quelqu'un que j'avais vu une fois, qui n'avait pas dit grand-chose, mais qui ne s'était pas non plus moqué. J'ai entouré le nom. Ma main a plané sur mon téléphone, puis j'ai tapé sur le contact. L'écran a sonné 2 fois avant qu'une voix ne réponde. Allô? Bonjour, ai-je dit doucement. J'ai besoin de parler. Je suis prête maintenant. Je n'ai pas dormi. Mon corps était immobile, mais mon esprit n'arrêtait pas de rembobiner. De retour à l'eau bouillante, de retour à la façon dont Reed a souri quand elle m'a frappé. Je pouvais encore sentir la piqûre, non seulement sur ma peau, mais au plus profond de ma poitrine. Je me suis serré plus fort dans ma vieille couette, fixant le plafond alors que la première lumière du matin filtrait à travers les stores. La liste que j'avais commencée la nuit précédente était sur ma table de chevet. Personnes qui sont restées silencieuses, personnes qui ont aidé à blesser. J'avais griffonné des noms dans le noir, chacun ravivant quelque chose que je pensais avoir enterré. Je me suis étirée et je l'ai prise, mes doigts traçant un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Cela a déclenché quelque chose. Une odeur. De l'eau de Javel. Du ciment humide. Je suis retournée dans ce vestiaire à 12 ans, essayant de cacher les bleus sur mes cuisses en abaissant mon short de sport. Je me souviens d'avoir pressé une serviette en papier humide à l'intérieur de mon bras, grimaçant quand elle touchait la peau trop sensible. Je n'ai rien dit à personne. À l'époque, je pensais que je n'avais pas le droit de ressentir de la douleur, que cela ne ferait que me rendre plus dramatique, comme disait maman. Je me suis assise, les jambes légèrement endolories par la brûlure d'hier. Mes cuisses étaient encore rouges, sensibles au toucher, mais ce qui pulsait le plus, c'était cette vieille douleur que j'avais longtemps ignorée. J'avais l'habitude de penser que j'étais la folle. Pour me sentir exclue. Pour pleurer quand ma photo était découpée de l'album. Pour penser que le silence pouvait être une arme. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Une alerte de calendrier. Rien d'urgent. Juste un rappel pour vérifier la boîte aux lettres avant midi. Vieille habitude datant des années où je manquais des échéances quand je travaillais à mon compte. J'ai enfilé un jean ample, l'un des rares qui ne frottait pas trop sur mes jambes, et je suis descendue, la liste toujours à la main. J'ai ouvert la boîte sur le trottoir, m'attendant surtout à des factures. Mais elle était là, une enveloppe crème unie, sans adresse de retour au recto. Le cachet de la poste indiquait quelque part dans le nord de l'État, une ville à laquelle je n'avais pas pensé depuis le lycée. Je l'ai retournée, fronçant les sourcils en voyant mon nom écrit dans une écriture soignée. Pas « Case Bundy », juste « Case ». À l'intérieur, une lettre pliée, 2 pages de papier ligné. Mon souffle s'est coupé en lisant la première ligne. Cher Case, je ne sais pas si tu te souviens de moi. J'étais ta professeure de musique en 4e, mademoiselle Grair. Je me suis figée devant la boîte aux lettres. Mon pouce a frotté le papier, presque effrayé de continuer. Mais j'ai lu. J'ai pensé à toi pendant des années. J'ai vu les bleus. J'ai essayé de dire quelque chose.
J'ai même déposé une plainte auprès du conseiller d'orientation. Mais tes parents sont venus. Ils ont menacé de porter plainte. J'étais jeune et j'avais peur. Et j'ai laissé tomber. Je n'aurais pas dû. Je suis rentrée lentement, comme si je portais quelque chose de sacré. Je me suis assise à la table de la cuisine, les lettres étalées comme une bouée de sauvetage. Elle a vu. Quelqu'un m'avait vu à l'époque. Je n'imaginais pas. Je n'inventais pas. Je n'étais pas dramatique. Elle a continué, j'ai encore mon journal de cette année-là. J'ai tout noté. J'ai même gardé le formulaire de plainte. Si jamais tu veux parler ou si tu as besoin de quelqu'un pour confirmer ce que tu as vécu, je suis là. Je suis vraiment désolée de ne pas m'être plus battue à l'époque. Ma main a couvert ma bouche. Je suis restée comme ça longtemps, juste en respirant. L'après-midi, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le numéro qu'elle avait laissé. Il a sonné 2 fois. Allô? Bonjour, mademoiselle Grair. Il y a eu une pause. Qu'est-ce? Oh, mon Dieu. Je ne pensais pas que tu appellerais si tôt. Je pouvais entendre l'émotion dans sa voix. Nous étions 2. Je lui ai dit que j'avais reçu sa lettre, que je me souvenais du cardigan violet qu'elle portait toujours, de la façon dont elle fermait les yeux quand les élèves de violon jouaient faux. Elle a gloussé, puis a dit doucement, « Je suis si heureuse que tu ailles bien. » Je n'ai pas dit que je n'allais pas bien. Pas encore. Mais je lui ai parlé de la liste, des photos, du dîner. Quand je suis arrivée à l'eau, elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit, « Les gens comme ta mère comptent sur le silence. Le tien est celui de tout le monde. » Nous avons parlé pendant près d'1 heure. À la fin, elle a dit qu'elle avait toujours son journal, le formulaire de plainte, tout. Si tu as besoin de moi pour te soutenir, je suis prête. J'aurais dû le faire plus tôt. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue. Pas seulement crue, mais témoignée. Ce soir-là, le monde était silencieux. La maison était silencieuse. Mes pensées ne l'étaient pas. Je venais de finir d'organiser un dossier sur mon ordinateur portable étiqueté « Documentation, phase 1 », quand un coup à la porte, sec, impatient, m'a tiré de mes pensées. J'ai ouvert, m'attendant à une livraison. Au lieu de ça, il était là, mon père. Sans prévenir, sans sourire, juste cette mâchoire serrée et ces lèvres pincées que j'avais vues toute mon enfance. « J'ai entendu dire que tu avais parlé », a-t-il dit, mettant un pied à l'intérieur comme s'il possédait l'air de mon salon. Déterrant de vieilles choses qui devraient rester enterrées. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai pas vu un père, mais un homme désespéré de garder le contrôle. « Tu fais honte à cette famille », a-t-il sifflé. « Tu vas détruire le peu de réputation qu'il nous reste. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais ne pense pas qu'il n'y aura pas de conséquences. » Il s'est tourné pour partir, mais s'est retourné une dernière fois. « Tu as toujours été un fardeau. Tu le es toujours. Peu importe quel avocat tu crois qui te sauvera. » Puis il a claqué la porte. Je suis restée là, la poitrine agitée, non pas de peur, mais de libération. C'était comme si l'entendre à voix haute avait brisé quelque chose en moi qui était étouffé depuis longtemps. Je me suis rassise à la table, j'ai essuyé mes joues et j'ai chuchoté, « Ils ne m'ont jamais aimé. Ils aimaient juste le pouvoir qu'ils avaient sur moi. » J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai cliqué sur le nom de fichier, documentation, phase 1, et je suis restée immobile, l'éclat de l'écran doux contre mon visage. Dehors, le soleil avait commencé à baisser, projetant de longues lignes dorées à travers les stores. Je n'ai pas bougé tout de suite. Mes mains planaient au-dessus du clavier comme si l'accomplissement de cette seule action avait libéré quelque chose en moi que je n'étais pas prête à affronter. Alors je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. J'avais la gorge sèche, mais j'ai à peine bu. Je suis restée à regarder le comptoir, toujours perdue dans l'écho des mots de mon père de la nuit précédente. Tu es toujours notre fardeau. Il n'avait pas dit « fille ». Il n'avait pas dit « famille », juste « fardeau ». De retour dans le salon, j'ai attrapé mon vieux disque dur de sauvegarde, l'argenté poussiéreux que je n'avais pas touché depuis avant que les smartphones ne gouvernent nos vies. Il était là comme une relique oubliée sur le bord de l'étagère.
J'avais l'intention de l'effacer pour libérer de l'espace, mais maintenant la curiosité a guidé ma main. Je l'ai branché, ne m'attendant à rien. Au début, c'était le désordre habituel, photos de remise de diplômes, reçus, quelques selfies flous avec des colocataires d'université à qui je ne parlais plus. J'allais presque fermer la fenêtre quand j'ai remarqué un dossier caché parmi des fichiers mal étiquetés. Le nom, KBKP 204. Je ne me souvenais pas de l'avoir créé. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Elles étaient là. Des photos que je ne me souvenais pas avoir prises. Des photos que j'avais dû enterrer à la fois littéralement et émotionnellement. Mon visage enflé. Un bleu sur ma clavicule, jaunissant sur les bords. Mon bras marbré d'un violet furieux. Et mes yeux ternes, résignés, comme si j'avais fait la paix avec le fait d'être blessé. Chaque image était datée, non éditée, preuve que je n'avais pas tout imaginé. J'ai fixé l'écran, glacé. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était même plus de la honte. C'était de la clarté. J'avais enregistré la vérité. Et puis, à un moment donné, je m'étais convaincu que ce n'était pas réel. Que j'étais juste dramatique. Les mots qu'ils utilisaient toujours. Je n'imaginais pas, ai-je chuchoté à la pièce silencieuse. Je l'ai documenté et je l'ai oublié. Au cours de l'heure suivante, j'ai tout copié dans un dossier crypté. Puis, presque sans réfléchir, j'ai ouvert mon lecteur cloud, créé un nouveau répertoire et l'ai intitulé « Projet témoin ». C'était comme tracer une ligne dans le sable. Non pas parce que je voulais me venger, parce que je voulais que ça s'arrête. Et peut-être, juste peut-être, je voulais pouvoir dire « c'est ce qui m'est arrivé ». Et ce n'était jamais acceptable. Je regardais encore la barre de chargement quand mon téléphone a sonné. Le nom sur l'écran m'a coupé le souffle. Rachel McKinley. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis que nous étions deux gamines de 12 ans avec des appareils dentaires jouant à la marelle dans la rue. Maintenant, elle appelait du Michigan, mariée, des enfants, une vie loin de notre petite ville. Allô, Rachel, c'est Keith, salut. Sa voix était hésitante, incertaine si elle aurait dû appeler. Ça va te paraître étrange, mais tu as une minute ? Je me suis approchée de la fenêtre et je me suis appuyée contre le cadre. Bien sûr, qu'y a-t-il ? Elle a expiré. Tu connais ma nièce, Lily ? J'ai fait une pause. Je ne peux pas dire que oui. Pourquoi ? Elle reste chez tes parents en ce moment. Ma sœur a été déployée et ta mère a proposé d'aider. Elle a dit que ça lui manquait d'avoir une petite à la maison. Au début, j'ai trouvé ça adorable. Ma bouche s'est asséchée. Attends, elle est avec eux pour combien de temps ? Environ 3 semaines, mais, Qu'est-ce ? Lily a dit quelque chose de bizarre ce matin. Elle m'a dit que ton frère l'avait poussée. Je me suis redressée. Quoi ? Elle a dit qu'il lui avait dit de ne pas faire sa reine du drame comme Keith. Qu'elle faisait semblant. Keith, elle pleurait. Son poignet avait l'air enflé. J'ai pensé que je devrais t'appeler parce que je me suis souvenu de certaines choses. Je me suis assise brusquement. J'avais l'impression que mes jambes ne pouvaient plus me porter. Elle a 8 ans, a poursuivi Rachel. Comme nous. J'ai pensé que peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est rien. Peut-être que c'était une blague. Mais Lily ne ment pas. Ce n'est pas ce genre d'enfant. Le silence s'est étendu entre nous. Elle a dit que mon frère l'avait poussée. Oui. Et ils ont utilisé mon nom pour lui faire honte. Oui. Une chaleur lente et profonde s'est répandue dans ma poitrine. Pas du genre paniqué et étourdissant que j'avais l'habitude d'avoir quand papa élevait la voix. Non, c'était différent. C'était aiguisé, contrôlé, solide. Je suis désolée si ça te rappelle de mauvais souvenirs, a ajouté Rachel rapidement. Mais je ne savais pas à qui d'autre demander. Non, ai-je dit, tu as bien fait. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, le dossier de photos brillant toujours derrière une autre fenêtre sur mon écran. Ça recommençait. Les mêmes schémas, les mêmes mots, une enfant différente, la même maison, les mêmes mains. Et juste comme ça, le vieux débat est revenu.
Celui que j'avais enterré dans la thérapie et le silence. Est-ce que je pars les risques d'être entraînée dans leurs menaces, leur déni, leur vilain jeu à nouveau, ou est-ce que je reste silencieuse et laisse une autre petite fille apprendre le silence comme je l'ai fait? J'ai fixé l'écran et j'ai chuchoté, plus pour moi que pour quiconque, est-ce que je deviens la femme que j'aurais aimé que quelqu'un soit pour moi? La maison avait exactement la même apparence. Peut-être un peu plus sombre, un peu plus fissurée sur les bords, mais elle portait le même air vicié de déni, de mensonges bien serrés, de trop de conversations qui n'ont jamais eu lieu. Je me tenais sur le pas de la porte avec une tarte aux pêches faite maison dans les mains, encore chaude, soigneusement enveloppée dans un torchon propre. La même recette que maman avait toujours aimée. Je l'avais préparée avec des mains fermes, non pas parce que je me sentais généreuse, mais parce que j'avais besoin d'avoir l'air calme, non menaçante, comme la fille qu'il pouvait ignorer. J'ai sonné une fois et j'ai attendu. Je ne voulais pas entrer sans m'annoncer. Pas aujourd'hui. Pas quand je portais quelque chose de plus tranchant qu'une tarte sous mon coude. Mon père a répondu. Tiens, regarde qui a enfin arrêté de bouder. Sa voix avait cette condescendance familière, un ricanement juste sous les mots. J'ai souri. Pas beaucoup, mais assez. Je pensais passer voir comment allait Lily. Il s'est écarté et je suis entrée. La maison sentait le romarin et l'ail. Quelque chose était au four. Maman mettait la table. 4 places, comme si rien n'avait changé, comme s'ils étaient encore l'unité familiale parfaite. Elle a levé les yeux et s'est raidie en me voyant. Puis, ses yeux se sont posés sur la tarte. Aux pêches? A-t-elle demandé. Tout juste sortie de ma cuisine. Elle a hoché la tête une fois, comme si elle m'accordait un seul point dans un jeu auquel je n'avais pas demandé à participer. Mais là près de la fenêtre. Le dîner est presque prêt. J'ai fait ce qu'elle a dit, endossant le rôle avec lequel ils étaient à l'aise, obéissante, silencieuse, reconnaissante d'être autorisée à revenir dans leur orbite. Nous nous sommes assis autour de la table du dîner comme des acteurs prenant nos places. Même chaise, même centre de table, même la même bougie vacillante qu'il sortait toujours pour les repas agréables. Seulement maintenant, ma peau me démangeait en me souvenant de l'endroit où les bleus s'étaient formés, juste sous le coin de cette table où je m'étais un jour cogné l'épaule en essayant d'esquiver un coup. La conversation futile a rempli l'air. Papa a demandé pour le trafic. Maman m'a offert des pommes de terre. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai joué le jeu. Puis, j'ai posé ma fourchette. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit doucement, les yeux sur mon assiette. Sur un vieux disque dur. Des photos clairement datées. La main de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Je les ai regardés tous les deux. Vous avez 72 heures, ai-je dit calmement. Pour dire la vérité publiquement. Ou je le ferai. Pas de voix élevée, pas d'émotion qu'il pourrait qualifier d'hystérique, juste des faits. Froid, contrôlé, répété. Mon père a plissé les yeux. Tu crois que nous menacer te donnera ce que tu veux? Je ne veux rien, ai-je répondu. Juste des comptes à rendre. Tu crois que les gens te croiront toi plutôt que ta propre famille? Je me suis légèrement penchée en avant. Je n'ai pas besoin qu'ils me croient. J'ai de la documentation et une chronologie. Et Lily. La mention de son nom est tombée comme une pierre. Ma mère a tressailli. Le visage de mon père s'est durci. Vous pouvez m'enterrer à nouveau, ai-je dit. Ou vous pouvez commencer à creuser vos propres tombes. C'est à vous de choisir. Silence. Puis, des pas légers se sont approchés de la salle à manger. Lily. Elle se tenait sur le seuil, tenant un crayon et un livre de coloriage, les yeux grands ouverts. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, ma mère a lâché. Que t'ai-je dit à propos d'écouter aux portes? Sa voix était stridente maintenant. Tu veux finir brisée comme elle? Continue à fouiner comme ça. Lily s'est figée. Chaque centimètre de son petit corps s'est tendu. Sa lèvre inférieure a tremblé et elle a reculé sans un mot, comme si elle venait de toucher quelque chose de chaud. Je me suis levée lentement, la serviette toujours sur mes genoux. J'ai regardé directement ma mère. Tu viens de confirmer tout ce dont j'avais besoin. Sa bouche s'est ouverte,
puis s'est refermée. Je ne suis pas partie en trombe. C'est ce qu'ils auraient attendu. Je n'ai pas fait de scène, ni pleuré, ni crié. À la place, je suis allée dans la cuisine. L'air y était plus chaud, l'arôme de la tarte flottant autour de moi. J'ai ouvert l'armoire supérieure près du réfrigérateur et j'ai cherché à l'arrière. Ma vieille tasse de thé était toujours là, en porcelaine blanche avec des lianes bleues sur les côtés, celle que j'utilisais chaque soir avant de me coucher quand je vivais ici, avant que tout ne se brise. Je l'ai doucement placée dans mon sac à main, je l'ai refermée. De retour dans le couloir, j'ai jeté un coup d'œil vers la chambre de Lily. La porte était juste entr'ouverte. Il pense toujours que je bluffe, ai-je chuchoté. J'ai quitté la maison aussi silencieusement que j'étais entrée, la tasse de thé blottie dans mon sac comme un souvenir enfin récupéré. Je n'ai pas pris la peine de dire au revoir. Laissez-les penser que je bluffe. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le bord de mon lit, l'ordinateur portable ouvert, les yeux fixés sur le fichier audio que j'avais sauvegardé des mois plus tôt. C'était la voix de Lily, petite, brisée, terrifiée. Maman, s'il te plaît. Je ne voulais pas le laisser tomber. S'il te plaît, ne m'enferme pas là-dedans à nouveau. Et puis la voix de ma mère. Glacée. Claire. Eh bien, peut-être que si tu écoutais la première fois, tu ne serais pas puni. Vas-y. J'ai fermé le fichier. Je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. 2 jours plus tard, je suis entrée dans la réunion du conseil scolaire de la communauté. Elle se tenait dans l'auditorium de l'hôtel de ville, à moitié plein. Le genre de réunion où les gens portaient des sourires crispés et buvaient dans de petites bouteilles d'eau. Mes parents étaient assis au premier rang, les mains croisées et les expressions soignées, attendant de recevoir un prix d'héritage communautaire pour des décennies de services dévoués au programme pour la jeunesse. J'ai trouvé une place près de l'arrière. J'ai attendu. La présidente du conseil a commencé par des compliments génériques, énumérant leurs dons, leur leadership dans les associations de parents d'élèves, leur réputation pour élever des enfants forts et résilients. Quand elle a finalement fait une pause et a demandé « Quelqu'un aimerait-il dire quelques mots ?», je me suis levée. Juste une chose, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a rempli la pièce. Avant de décerner des honneurs, il y a quelque chose que vous devriez entendre. Les gens se sont retournés. La tête de ma mère s'est vivement tournée. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, croisant lentement les bras. J'ai marché jusqu'au petit podium, j'ai sorti une clé USB et je l'ai branchée sur l'ordinateur portable. Pas d'introduction. J'ai juste appuyé sur « Lecture ». L'enregistrement a crépité dans les haut-parleurs. La voix de Lily, brute, suppliante, l'indifférence froide de ma mère. Un silence si lourd a suivi que vous pouviez le sentir pressé sur votre poitrine. Des halètements. Quelqu'un près du premier rang a laissé échapper un petit « Oh, mon Dieu », brisé. Une enseignante au 3e rang a couvert sa bouche. Ma mère est devenue grise. Mon père est resté assis, rigide, la mâchoire serrée. Je suis Kess, ai-je dit quand l'audio s'est terminé. Leur fille. La sœur de Lily. Celle à qui on a aussi dit de sortir quand elle pleurait. J'ai attendu des années. Trop d'années. Puis, une voix sur le côté. J'ai signalé un bleu sur le bras de Lily au printemps dernier, a dit Madame Zerman, la professeure de musique de Lily, en se levant lentement. Personne n'a fait de suivi. J'ai demandé au directeur. Je n'ai jamais eu de réponse. Et puis un autre. Nous étions leurs voisins, a dit un homme derrière moi. Chaque samedi, on entendait des cris. On pensait que quelqu'un d'autre dirait quelque chose. La salle n'était plus polie. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit, j'ai fini d'attendre. Ma mère avait l'air de s'évanouir. La bouche de mon père s'est tordue, quelque chose entre la rage et la panique. Puis il s'est levé brusquement, a sorti un papier plié de sa veste et s'est avancé vers le devant de la salle. Elle est instable, a-t-il dit, sa voix tremblant de cette manière contrôlée qu'il utilisait quand il essayait d'avoir l'air rationnel. Elle a été hospitalisée pour une maladie mentale il y a 3 ans. Voici la documentation. Vous devriez savoir quel genre de personne fait ces accusations.
Il a brandi le papier comme un bouclier. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. De la dernière rangée, une voix a fendu l'air. Ce n'est pas exact. Tout le monde s'est retourné. Je suis le docteur Sharon Levent, a-t-elle dit, se levant avec une autorité tranquille. Je suis le médecin inscrit sur ce dossier, et ce document a été gravement altéré. Kess a été vue pour une blessure physique, pas psychologique. Elle n'a jamais été admise pour une évaluation de santé mentale. Ce dossier est un faux. Pendant un moment, personne n'a respiré. La main de mon père est lentement retombée à son côté. Son visage a perdu son masque. Son bluff avait été découvert en public. J'ai fait un pas vers le podium à nouveau. Vous avez falsifié mes dossiers, ai-je dit. Tout comme vous avez effacé chaque marque que vous avez laissée, tout comme vous avez convaincu tout le monde que j'étais la difficile. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti la tasse de thé, je me suis approché du devant et je l'ai doucement posée sur le podium en bois. J'avais l'habitude de boire de la camomille dedans en mettant de la glace sur mon visage, ai-je dit. Tu m'as dit que c'était de ma faute si la tasse s'était cassée, que je l'avais laissée tomber, mais je l'ai gardée parce que je savais qu'un jour je reverserais la vérité dedans. Ma voix n'a pas haussé le ton. Elle n'en avait pas besoin. La sécurité était arrivée à ce moment-là, les murmures se transformant en action. Nous allons avoir besoin que vous veniez tous les deux avec nous, a dit un officier, s'approchant de mes parents. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas parlé, ils sont juste restés abasourdis alors que la pièce s'écartait et les regardait descendre l'allée, non pas comme des héros, mais comme des personnes dont les ombres les avaient enfin rattrapés. Et alors qu'ils atteignaient le fond, j'ai aperçu un mouvement près du couloir. Lily. Elle était près du cadre de la porte, agrippant son sac à dos, les yeux grands ouverts mais secs. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé, tout comme je l'avais fait une fois. Lily n'a pas bougé. Elle est juste restée là, à peine plus grande que la poignée de porte, les yeux fixés sur les miens. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle avait tout entendu, et je connaissais ce regard. Je l'avais porté une fois aussi. Ce soir-là, je n'ai pas dormi à nouveau. À la place, j'ai fait du thé. Pas de camomille, juste noir, chaud et fort. Je me suis assise à ma petite table de cuisine tandis que la ville s'adoucissait en silence, et j'ai regardé par la fenêtre comme si les réponses pouvaient être cousues dans le ciel nocturne. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable, calme, comme si mes mains avaient cessé de trembler après des années de prétendre qu'elles ne le faisaient pas. Une semaine plus tard, j'étais dans le bureau de mon avocate, assise en face de Jeannette, une femme d'une 50aine d'années aux yeux vifs, un carré gris-acier et un système de classement qui pourrait probablement faire tomber un cartel. Elle m'a fait glisser un dossier. Les services de protection de l'enfance ont déposé des accusations formelles contre vos parents ce matin. Mise en danger d'un mineur, falsification de dossiers médicaux, interférence avec le signalement obligatoire. J'ai hoché la tête lentement. Et Lily ? Elle a été placée en foyer d'accueil temporaire pour l'instant, a dit Jeannette doucement. Mais nous avons commencé votre demande de tutelle. Compte tenu de la nature publique de votre témoignage et de la documentation que vous avez fournie, je ne prévois pas d'opposition. J'ai expiré par le nez et j'ai regardé mes mains. Pouvez-vous ajouter une clause ? Jeannette a penché la tête. Je vous écoute. Je veux que ce soit consigné. Ils ne doivent jamais me contacter, ni Lily. Pas de lettre, pas d'appel surprise, je veux juste parler. Rien. Elle a hoché la tête, déjà en train de griffonner. Je m'assurerai que ce soit hermétique. En quittant son bureau, le soleil était bas, chaud et ambré, peignant des ombres sur le trottoir. Je suis passé devant le café du coin où ma mère m'avait un jour dit « Personne ne va croire tes petites histoires, Kess. Tu fais toujours paraître les choses pires qu'elles ne le sont. » Curieux. Le monde a finalement écouté au moment où j'ai cessé d'essayer de le faire paraître mieux. Cet après-midi-là, je me suis retrouvée face à une journaliste devant l'école de Lily. Je n'avais accepté aucune interview formelle, mais elle était jeune et sérieuse, tenant son microphone comme une boussole morale. « Mademoiselle Brox ?» a-t-elle demandé doucement. « Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt ?
J'ai regardé l'objectif de la caméra, puis j'ai dépassé du regard la balançoire vide derrière elle. Parce que personne ne m'a jamais demandé comment j'allais, ai-je dit. On m'a juste traité de dramatique. Elle a lentement baissé le microphone, les yeux humides. Merci, a-t-elle chuchoté. Il ne s'agissait pas de célébrité. Je ne voulais pas être dans le journal du dimanche. Mais parfois, on dit quelque chose parce qu'une autre petite fille pourrait écouter, et peut-être qu'elle croira en sa propre voix quand personne d'autre ne le fera. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au foyer de groupe où Lily avait été temporairement logée. Le bâtiment n'était pas grand-chose peinture écaillée, trottoir fissuré mais il était propre et le personnel était gentil. Lily était assise sur un tapis près du coin de la salle de jeu, serrant un chien en peluche usé qui avait l'air d'avoir survécu à 5 générations. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, les yeux incertains. Je me suis accroupie, les mains sur les genoux. « Salut, ma puce. » Elle a cligné des yeux une fois. « Est-ce que je dois y retourner ?» J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Je me suis rapprochée. « Non, ma vie, ai-je chuchoté. Plus jamais. » Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste penchée en avant, a doucement pressé son front contre le mien et l'a maintenu là. Je l'ai laissée rester comme ça aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Quand elle s'est finalement redressée, j'ai fouillé dans mon sac à main. Je t'ai apporté quelque chose. Elle a regardé attentivement pendant que je sortais une petite boîte et que j'ouvrais le couvercle. À l'intérieur se trouvait une tasse de thé en porcelaine blanche décorée de petits myosotis bleus. Elle n'est pas cassée, lui ai-je dit. Tu peux boire ton cacao dedans quand tu veux. Tu n'as pas besoin de permission. Elle l'a prise lentement, la berçant comme si elle pouvait se dissoudre dans ses doigts. Elle est jolie, a-t-elle dit. Est-ce qu'elle peut rester avec moi? Bien sûr, ai-je dit. C'est la tienne maintenant. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai pris ma vieille tasse de thé cassée, celle avec le bord ébréché et la fine fissure sur le côté, et je l'ai placée sur l'étagère à côté de celle que j'avais donnée à Lily. J'en avais acheté 2, je l'avais toujours prévu. Puis j'ai allumé une bougie, une seule, et j'ai ouvert le nouveau journal que j'avais acheté dans une librairie cachée derrière le palais de justice. J'avais demandé au vendeur de graver le titre lui-même. Les lettres dorées brillaient doucement sous la flamme vacillante. Chose qu'on m'a dit de ne jamais dire. J'ai posé mon stylo sur la première page. On ne m'a jamais frappé assez fort pour me tuer, juste assez fort pour me faire taire. L'encre a coulé. Mais maintenant, le silence n'est pas mon héritage. J'ai fait une pause, j'ai pris une profonde inspiration. Il s'agit de protéger une petite fille comme j'en avais besoin autrefois, et c'est suffisant. J'ai doucement fermé le journal, les pages encore chaudes. Puis je me suis penchée en arrière et j'ai regardé les 2 tasses. Une cassée, une entière, et toutes 2 enfin en sécurité. Parfois, les cicatrices les plus profondes sont celles que personne ne croit. Avez-vous déjà été gaslighté ou réduit au silence par les personnes qui devaient vous protéger? Racontez-moi votre histoire. Je lis chaque mot, et je vous crois.